pense qu'elle est centrale, elle est éminemment importante parce qu'elle donne une objectivité à un ressenti. Et on aura toujours besoin, pour créer un dialogue, de partir d'une information objective. Donc la data, elle est importante. À ce titre-là, l'information statistique est importante. Sa représentation est capitale. Donc la data, et notamment la data vise, est extrêmement importante, parce que pour notamment vulgariser nos problématiques, passer par un graphisme particulier, une capacité à vulgariser l'information, finalement, c'est déjà donner un pouvoir de décision. Donc c'est extrêmement important, que ce soit pour les élus, pour les habitants, pour les techniciens. Donc elle est capitale, mais elle n'est pas centrale. Il ne faudrait pas que ça nous émancipe de la capacité qu'on a à encore travailler sur une matière vécue, sensible, et aussi, et pour la simple raison qu'on est dans une société de flux d'informations continue, où on n'hiérarchise plus, qui est court-termiste, on prend une information, on l'oublie le lendemain, on ne sait plus, tout le monde publie, tout le monde veut faire savoir qu'il sait, finalement. Savoir, c'est une forme de pouvoir, donc les gens s'en saisissent, mais souvent je trouve de manière trop importante. Donc l'information, elle est capitale, mais une information qualitative, bien ciblée, bien traitée, elle suffit. Pas la peine d'une compilation, notamment de data vise sur 300 pages, quoi. Moi, je suis rentré dans le métier par la data. C'est-à-dire, j'ai fait une thèse, j'ai travaillé, on m'a pris au CNES en bourse CIFRE pour utiliser les images satellites dans l'urbanisme, etc. Donc, toute la question de la data, ça a été le cœur. Moi, je pense que la data, c'est aussi, et une nouvelle fois, je vais être un peu dur dans mon propos, ceux qui n'ont pas d'idée, ils se raccrochent à la donnée. Ce n'est qu'un outil. Il faut le dire fort et clairement, ce n'est qu'un outil. C'est là. Il faut savoir ce qu'on a à faire. Toute donnée a des limites. Déjà, on n'a pas des données partout. Toutes les données sont fausses. Il n'y a pas une vraie donnée. Même les recensements de l'INSEE, ils sont archi faux. On a besoin de l'utiliser parce qu'à un moment, on a besoin de choses factuelles. Mais à un moment, revenons du qualitatif. Revenons. Ne restons pas emprisonnés par la donnée. Malheureusement, trop de données, on a l'impression qu'on devient emprisonné. Et que si on n'est pas en capacité d'avoir la bonne donnée qui va expliquer le phénomène, etc., on n'arrive plus à dire il y a quelque chose, il se passe, il y a quelque chose, il y a un signal faible, il y a quelque chose qui se passe, etc. Et ça, c'est de moins en moins accepté parce que maintenant on dit oui, mais comment vous le prouvez ça? Elle est où la donnée? Je différencierai deux choses. Il y a la data qui est propre, interne, par exemple, à notre fonctionnement interne, à comment on communique mieux entre nous, comment ça nous permet de mutualiser des informations, des process, comment on peut mieux partager une information de projet pour être plus efficient. Après, il y a aussi une data par exemple, en diagnostic, quand nos géomaticiens mettent en place, par exemple, Cita foncier, c'est globalement arriver à être plus performant dans l'analyse foncière et donc on utilise finalement la SIG et ce que nous permet la géomatique et l'outil numérique pour être plus pertinent auprès de l'élu. Je pense que c'est un vrai progrès et je pense que demain, nous aurons encore plus de place. On voit bien que c'est un enjeu aujourd'hui, la donnée. Nous, c'est une grande partie de notre métier aujourd'hui, l'acquisition de données, le traitement de la donnée, et c'est une vraie ressource riche aujourd'hui. On ne travaille plus de la même manière aujourd'hui qu'il y a 10 ans, et tant mieux. Je pense que c'est ce qui nous permet aussi d'aller plus loin dans la réflexion parce qu'on a accès à des données de plus en plus fines, de plus en plus pertinentes, des fois innovantes, des choses auxquelles on n'aurait pas pu, on n'aurait pas pensé. Ça nous permet de faire apparaître des nouvelles visions. Donc pour moi, ça va, je pense, s'accentuer. La donnée est nécessaire pour asseoir un discours en disant finalement la méthode statistique apporte des éléments de compréhension, de logique qu'on aurait du mal à saisir via une analyse empirique. Donc finalement c'est un travail qui est nécessaire. Il est nécessaire mais s'il est bien fait, c'est-à-dire que la statistique, ou en tout cas la donnée, ne peut pas répondre à tout. Elle doit être maniée avec précaution, il faut savoir ce que l'on veut en tirer. C'est-à-dire qu'à mon sens, il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce qu'on veut montrer
Et finalement, c'est derrière qu'on va se dire, pour montrer ce phénomène-là, on va utiliser de la donnée. On va utiliser de la donnée et qu'on mettra en perspective avec un regard d'acteur, une visite de terrain. La question de la donnée et de la data, elle est à la fois centrale et à la fois inutile parce que on est toujours dans une quête de la donnée, de toujours plus de données, de toujours plus de données actualisées, parce qu'en plus aujourd'hui on a des moyens qui sont démultipliés, parce qu'il y a de l'open data, donc on est dans une espèce de, pour moi, de frénésie à la quête de la donnée. C'est celui qui aura la plus grosse banque de données, qui aura la meilleure représentation de la donnée. Alors, même si, évidemment, je veux pas ressembler à certains élus qui me renvoient mes données en me disant que ça ne vaut rien, qu'il ne faut pas exagérer, ça peut nous éclairer sur certains sujets et objectiver, évidemment, certaines positions. Mais néanmoins, je crois qu'aujourd'hui, la place de la donnée et même de certaines analyses informatiques, parce qu'aujourd'hui on a des moyens qui sont énormes, les données, par exemple les données d'occupation du sol, aujourd'hui c'est symptomatique, aujourd'hui quand tous les territoires se dotent de ça avec des moyens qui sont démesurés, ça mobilise des enveloppes financières dingues, avec des gens derrière qui ont fait vraiment une ingénierie très poussée, mais du coup qui arrive avec quelque chose qui, on a l'impression qui est incontestable, et force est de constater que quand on tord ça et qu'on regarde sur le terrain, on se dit ouais, mais sauf que ça résiste pas longtemps à la pratique de terrain. On va pouvoir faire des approches qui sont une approche plus technique, une approche plus scientifique. Quelles sont les problématiques, voilà comment on pourra les résoudre. Au moins, on va pouvoir mieux identifier les enjeux. Sachant que je pense que la data qui se développe depuis, on va dire, 4-5 ans, où vraiment on a accès à beaucoup de données, je pense qu'on en a encore des prémices, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, mais là, il faut que le temps que des données sortent pour que derrière, nous, on puisse proposer des systèmes d'analyse qui vont plus loin sur la qualité des réseaux, etc., ce qui aujourd'hui est encore un petit peu bancal et qui nous pénalise. Ça nous dit plein de choses, mais il faut savoir les traiter intelligemment. Pour moi, la réelle plus-value de ces éléments-là, c'est de nous faire gagner du temps sur nos études, c'est de nous permettre d'être plus rapide sur la question de la gestion de ces données-là, avec des traitements automatisés, etc. Mais pour autant, la plus-value de nos métiers, c'est l'analyse, à proprement parler, et c'est faire parler ces données pour avoir une réelle vision du territoire et pour nous amener à des conclusions stratégiques en croisant les différents indicateurs. Je pense que la donnée en tant que telle, si elle n'est pas interprétée, elle n'a pas grande valeur. Et tout l'enjeu, pour moi, sur ces questions-là, il est là. Pour moi, la donnée quantitative, ça serait un peu le socle, on va dire, c'est l'intrant. C'est-à-dire on récupère de la donnée brute qu'on analyse, et c'est derrière où vient apparaître l'ingénierie, la réflexion. C'est à partir de cette donnée-là brute, qui n'est qu'une donnée brute, comme tout référentiel, ce ne sont pas des fins en soi, ce sont que des chiffres qui viennent nous aider à pousser des réflexions, à identifier des enjeux qu'on va venir traiter par la suite. Donc cette donnée, elle a une place indispensable, je pense, parce qu'elle permet aussi d'appuyer, elle nous permet de nous appuyer sur des faits, et que derrière nous, ces faits, on viendra analyser pour concevoir et faire avancer les débats. Je trouve que c'est une vraie chance qu'on a et une vraie opportunité, parce qu'on a des informations beaucoup plus rapides, on a des informations qui sont intéressantes, et on arrive, nous, à produire des informations qu'on arrive à garder et sur lesquelles on arrive à capitaliser, ce qui n'est pas rien, parce que on a une quantité et on a une richesse d'informations qui peut se perdre en route. Donc je trouve que pour ça, c'est vraiment une chance et c'est vraiment des opportunités. Et après, c'est à croiser, on ne peut pas utiliser que ça. C'est à croiser avec tout ce qu'on a évoqué avant, et c'est à croiser avec des acteurs, c'est à croiser avec des gens qui pratiquent le territoire. Donc c'est une richesse dont il faut se servir pour enrichir nos pratiques des territoires. Mais il y a bien le mot pratique. Ça guide, ça permet de prendre conscience aussi à d'autres personnes. Moi, je trouve que la donnée, la donnée comme le référentiel, c'est un peu un... Je ne sais pas comment dire, mais c'est un peu un dialecte commun qu'on peut avoir avec les différents acteurs qu'on peut rencontrer.
on peut s'appuyer là-dessus. C'est une base d'échange en fait pour moi. Donc je pense que ça a un intérêt parce que ça permet pas de muscler les débats, mais ça permet d'asseoir un petit peu, je trouve, nos analyses. Ce qui change, c'est l'instantanéité. Ce qui change, c'est finalement d'aller plus loin et d'avoir plus de données en même temps sur plus de territoires. Et on peut comparer. On peut isoler, et c'est là où ça commence à devenir vraiment intéressant, parce que du coup, on peut dire, bah voilà, ici, très rapidement, on peut dire, voilà, ici, ils font potentiellement la même chose, mais telles données sont ressorties. Et c'est là où c'est intéressant. Donc en fait, moi, je ne le vois pas comme une révolution. Je le vois finalement comme l'outil nous apporte plus de solutions et nous permet en fait d'aller plus loin dans une réflexion qui existait déjà. On ne révolutionne pas l'urbanisme, on révolutionne les moyens de discuter. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut nous permettre de nous situer facilement par rapport à d'autres territoires, donc ça c'est intéressant de pouvoir à un moment donné se situer par rapport aux autres ou par rapport au temps qui a passé. C'est vrai que c'est un côté un peu magique de pouvoir en temps réel voir comment la ville vit, donc ça clairement c'est un outil qui est assez incroyable. Et puis on est aussi confronté au temps, hein. C'est des métiers qui prennent beaucoup de temps, donc c'est vrai que quand tu lances une étude et que tu veux et entre le temps où tu commences et le temps où tu as les résultats, si en plus tu es sur des échelles, voilà, c'est des mois, voire des années qui peuvent se passer. Là, aujourd'hui, avec le big data, tu peux avoir une vision presque du monde entier à un instant T immédiatement. Donc ça, c'est un côté vraiment magique en termes de connaissances. Ça nous permet quand même d'avoir des visuels et une formalisation qui soit impactante. On est aussi sur des documents qui sont communiqués à un large public, qui doivent servir d'aide à la décision. Et donc avoir des données précises, récentes, croisées entre elles, ça nous permet, et puis exprimées de manière très claire d'un point de vue graphique, ça nous permet quand même d'aiguiller bien les élus et puis de les sécuriser aussi, puisque c'est toujours plus rassurant d'avoir tout un tas de données hyper exhaustives sur un territoire, qui servent ou qui ne servent pas, mais qui permettent tout du moins de sécuriser les gens et de dire bon bah voilà, le boulot a été fait, le boulot a été bien fait, le boulot est sérieux. Et donc si le boulot est sérieux, ça veut dire qu'on peut leur faire confiance et que leurs conseils sont de qualité. Je dirais que ce serait pouvoir confronter une vision sensible à une vision objective. Voilà. Dans le sens où voilà ce qu'on pense, voilà ce qu'il en est. Et je pense que c'est important parce que pas que l'une soit meilleure que l'autre, hein. Ce qui compte, c'est pas simplement ce qu'il est, mais comment on ressent les choses, enfin, comment on ressent un territoire. Donc, mais ça permet aussi de remettre un juste milieu dans l'approche, donc d'être plus efficace, plus pragmatique, plus juste quand nous on travaille et quand nous on peut faire des propositions. Je pense que la limite, c'est que elle peut pas être, comment dire, prise de manière brute. Enfin, il y a un traitement et une analyse de l'expert qui est indispensable. La donnée, on peut lui faire dire un petit peu ce qu'on veut aussi parfois. Et je pense que la donnée, elle doit forcément passer par les mains de l'expert qui va en tirer le meilleur, l'essence, pour justement participer à un projet. La donnée, c'est bien, mais je pense qu'il faut véritablement maîtriser aussi, savoir d'où vient cette donnée, comment elle est calculée, qu'est-ce que ça implique, comment est-ce qu'elle aurait pu être calculée. Ça veut dire ne pas simplement se baser sur un chiffre qui nous revient, c'est quand même maîtriser, avoir un recul suffisant sur l'ensemble de la chaîne de production de données et sur la manière de l'analyser. Comme dans toute société, il y aura le low cost et le haut du panier. C'est-à-dire qu'il y aura des territoires qui ne voudront pas d'avoir le même document que les voisins et une nouvelle fois d'autres territoires qui voudront une réponse réglementaire, avoir un document pour être tranquille réglementairement. Et donc ceux-là, ils iront verser chez eux. Mais j'ai envie de dire, malheureusement, on le voit bien avec plein de choses, on a un clivage de plus en plus fort entre la réflexion et la standardisation. Les risques ils sont assez clairs. Des données chiffrées, on sait très bien, on peut leur faire dire à peu près tout ce qu'on veut. Enfin, on peut tout du moins les moduler pour arriver à des conclusions plus ou moins précises et plus ou moins spécifiques en fonction de l'objet de l'étude. On a beaucoup de données, mais on n'en fait rien. Et parfois on n'en fait rien, c'est-à-dire que les collectivités ne s'en saisissent pas, notamment pour évaluer leur politique publique, pas suffisamment à mon sens. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment dommage, notamment dans les politiques de l'habitat où on évalue les politiques de l'habitat,
propose de produire de la donnée, on met en place des observatoires en indiquant une méthode à suivre qui permettrait d'analyser sur le temps long une politique qui est mise en place. Et finalement, la complexité de produire de la donnée, de bien la maîtriser, finalement, fait que les collectivités s'en désinvestissent et se disent finalement on ne l'a pas traité parce qu'on n'a pas le temps, on a d'autres sujets, et finalement l'observation, on ne l'a pas fait, on n'a pas le temps pour les études, et finalement ça c'est vraiment très dommage. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut trop vite s'attacher aussi à des détails, je pense, chiffrés, qui ne nous aideront pas forcément à prendre le recul nécessaire pour avoir une vision de projet. Peut-être que je me trompe, mais la difficulté avec un diagnostic, c'est de justement prendre le recul nécessaire et pas se focaliser sur du détail, ou pas qu'il soit pas important, mais pour créer le projet, il faut justement avoir du recul, et je pense que aller trop loin dans le chiffre, ça peut brouiller un peu l'information. Moi, ce qui m'embête grandement, c'est le refus de l'arbitraire, en fait. Ça manque clairement de poésie, cette vision du monde. C'est-à-dire que d'un coup, on sait tout sur tout, on maîtrise tout, et on pense que du coup, on peut tout maîtriser, et que c'est la bonne façon de faire. Moi, je pense que l'aléa et l'accident ont un rôle prépondérant dans nos vies, et que souvent, peut-être que nos plus grandes réussites ne sont pas forcément celles qu'on imaginait au début, et qu'il faut garder cette part d'aléa dans nos vies. Et donc pour moi, clairement, l'objectif de la data, c'est à l'opposé de ça, d'une vision poétique de la ville. Il ne faut pas utiliser la donnée pour la donnée, il faut vraiment être pragmatique, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un chiffre, le chiffre, si on ne sait pas l'interpréter, si on ne sait pas comment il a été calculé, si on perd aussi le contact sur comment est-ce que cette donnée remonte, on peut avoir des conclusions qui sont complètement fausses. Donc la donnée c'est bien, mais je pense qu'il faut véritablement maîtriser aussi, savoir d'où vient cette donnée, comment elle est calculée, qu'est-ce que ça implique, comment est-ce qu'elle aurait pu être calculée. Ça veut dire ne pas simplement se baser sur un chiffre qui nous revient, c'est quand même maîtriser, avoir un recul suffisant sur l'ensemble de la chaîne de production de données et sur la manière de l'analyser. C'est tentant dans le sens où c'est plus facile, mais pour autant, il y aurait vraiment qu'il y a des choses qu'on ne peut pas automatiser, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre en chiffres ou en données. Donc oui, je pense qu'il y a un risque, même si, à mon avis, les élus ne laisseraient jamais faire. Enfin, je pense que les acteurs des territoires ne laisseraient jamais faire et ne seraient pas du tout satisfaits. En fait, il y a une vraie différence en Urba. L'Urba, c'est les chiffres, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces chiffres. Et puis c'est qu'est-ce qu'on raconte par rapport à ces chiffres, et qu'est-ce qu'on en dit, quel est le récit qu'on en donne. Donc le numérique, il nous permet de rassembler les chiffres, d'aller plus vite, de les faire discuter entre eux. Mais derrière, il y a quand même nous, urbanistes, et c'est pour ça aussi qu'on existe. Derrière, on est bien les garants de la bonne retranscription de ces chiffres. C'est le risque. Quand je disais, on perd l'approche poétique, c'est ça, on va me dire. On a la donnée, on sait exactement, plutôt que de prendre un urbaniste qui a ses lubies et sa sensibilité, prenons un calculateur et puis il nous fera le PLU le plus carré de la Terre. Mais j'ai pas envie de voir ce PLU, moi. Mais j'espère que non, j'espère que c'est tout sauf ça. En tout cas, si le métier à l'avenir c'est ça, il ne m'intéressera plus. Clairement, c'est pas ce pourquoi je le fais, et dans ce cas-là, autant prendre des informaticiens, des gens qui vont programmer et qui vont réussir à rendre la donnée lisible. Voilà. Donc non, j'y crois pas et je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y a des sociétés qui génèrent de la donnée, qui à un moment voudront vendre leurs données et qui viendront nous voir en disant « moi, je sais tout faire ». Les marchands de téléphone, Orange, etc., ils commencent à le faire, à nous dire « oui, moi, je sais exactement combien il y a de population, à quel moment là et là ». Très bien, mais ça ne nous fait pas un document. Ça va nous aider, ça va peut-être nous dire oui, attention, dans la ville du temps, etc. Les choses qu'on sait, il suffit de se mettre à un carrefour, malheureusement, on devient feignant, on ne fait plus d'observation non plus, mais il suffit de se mettre à un carrefour, d'attendre et de dire ben oui, l'été, il y a un peu plus de monde là que l'hiver, parce qu'on est sur une ville touristique. Ok, on aura un chiffre qui va venir à conforter, mais je veux dire, le rapport, on pouvait l'écrire dès le départ.
Moi, j'ai peur un peu de ça, oui, qu'à un moment, on ait des gens qui arrivent à nous dire « moi, je peux tout vous faire automatiser, vous mettez la signature en face, et on arrive, parce qu'on connaît tout sur le territoire, on a toutes les données qu'il faut. » Et ça va arriver, hein, des sociétés qui vont vouloir nous vendre des choses. On pourrait tout à fait arriver à un diagnostic qui ressemble à ça, mais j'ai bien peur que du coup, pardon, notre expertise ne serve plus. Or, en tant que technicien, on a besoin d'une lecture par le prisme d'un géographe, d'un sociologue, d'un cartographe, d'un urbaniste, et il faut ça. Donc, je pense qu'il y aura toujours des partisans du chiffre, mais il faudra que ce soit forcément nuancé par une analyse, en fait, tout simplement. Il y a un risque, oui, il y a un risque si on n'arrive pas justement à avoir cette approche sensible qui associe en fait à la fois les acteurs et à la fois les habitants. Oui, je pense que c'est envisageable parce que c'est tentant, c'est plus facile. C'est juste plus facile en fait de faire comme ça et de dire on a tel élément, donc c'est comme ça. Il n'y a plus de prise en compte des attentes. Enfin, ce serait peut-être même pire que ce qu'on fait aujourd'hui, je pense. Je pense que de toute façon, l'évolution même des champs d'intervention, à savoir ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, la question de la gestion des ressources, etc., c'est des données qui peuvent plus difficilement être quantifiées uniquement en data. Donc de toute façon, on retrouvera ce conseil sur des champs d'intervention un peu plus spécifiques, avec une valeur ajoutée peut-être un peu plus importante aussi sur l'analyse. Donc je pense que c'est en grande partie là-dessus hein, qu'on a un rôle à jouer. Mais c'est vrai que le traitement des données peut nous porter un peu préjudice, puisque il peut être considéré qu'on aura les outils pour prendre des décisions, alors même que sans un regard expert et sans un éclairage, ces données brutes n'ont pas forcément de réelle valeur ajoutée. Quand on fait un diagnostic, il faut faire très attention à ne pas arriver en sachant. Il faut faire très attention à la manière dont on se positionne dans notre rapport de données et dans notre rapport d'information, parce qu'on s'adresse à des gens qui connaissent bien mieux que nous ce qu'on raconte. Simplement, ils ne le racontent pas de la même manière que nous, et nous, on apporte des données qui sont complémentaires et assemblées. Je pense que la parole des acteurs et la parole des gens qui pratiquent les territoires est vraiment importante à prendre en compte quand on fait un diagnostic. C'est pareil quand on fait un projet, mais je trouve que la phase de diagnostic, elle est vraiment importante parce que c'est celle où on raconte le plus on donne le plus d'informations que les acteurs connaissent. Donc pour moi, il y a une vraie prudence à avoir, une vraie humilité à avoir quand on raconte les territoires. Et je trouve qu'il ne faut pas se rater sur ce sujet-là parce que sinon c'est compliqué d'avoir une relation de confiance et de dire des choses pertinentes sur les territoires. On voit que quand on fait des ateliers participatifs ou de co-conception des projets, les gens sont vraiment très impliqués et comprennent tout de suite les enjeux et les ambitions et les contradictions qu'on a à partager. Donc très clairement, je pense que le but de cette expertise, c'est d'arriver à y associer le plus de monde possible pour que les gens réalisent les enjeux et les ambitions. Je pense que les experts, on en a besoin, que la transversalité et l'approche ensuite, la vision, la prise de hauteur, elle est aussi indispensable. Et je pense que tout ça, c'est justement au service d'un projet et de l'expérience de projet. Et je pense qu'on le fait de manière juste aujourd'hui. Je pense que dans l'urbanisme, il y a certes du visuel, c'est là où il faut qu'on soit bon, mais il y a aussi toute une part de réflexion en amont, de discussions qui se font en petits comités, en ateliers, avec les élus, entre nous, sur une cellule projet, qui ne se retranscrivent pas forcément à la fin. Et en fait, ce qu'il faut voir, ce n'est pas forcément la finalité, le rendu, donc un schéma directeur, un plan masse, un plan d'aménagement, mais plus le processus sur le temps long qui fait qu'on arrive à cette chose qui est tangible, qui permettra soit d'orienter les politiques publiques, soit du coup de passer à des phases de maîtrise d'œuvre. Je pense qu'effectivement, on prend déjà pas assez le temps de faire un vrai démarrage de mission. C'est-à-dire qu'on démarre la mission en disant bonjour, je suis le bureau d'études, voilà la mission, le calendrier, comment on va fonctionner. Et finalement, on prend
pas suffisamment le temps peut-être de se questionner de là où on met les pieds. Et pour moi, ça c'est vraiment important parce que effectivement, on n'arrive pas dans un territoire qui est neutre, qui est nouveau, c'est-à-dire qu'il y a déjà des relations en place, il y a déjà un écosystème en place. Et à mon sens, ça, il faut vraiment qu'on le perçoive rapidement, sinon on perd des choses. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de la thématique, c'est vraiment d'avoir des approches qui soient transversales et d'intégrer dans nos réflexions des dimensions qu'on n'avait pas l'habitude d'intégrer jusqu'à aujourd'hui, comme la thématique de la culture. Alors moi je viens de la ville d'Avignon, donc évidemment je suis déformée par ça, mais quand on connaît la ville d'Avignon, quand on se balade à Avignon, on sait très bien que la dimension culturelle à Avignon, elle fait aussi de l'aménagement du territoire et elle fait de l'urbanisme. Il n'y a qu'à se promener l'hiver en Avignon pour voir, à Avignon, pour voir qu'il y a des rues entières qui sont désertes et qui sont méconnaissables quand on est au mois de juin, au mois de juillet, même à partir du mois de mai, puisque les théâtres se préparent, les commerces. Donc ces dimensions-là aujourd'hui, alors je prends une caricature qui est la ville d'Avignon, elles sont souvent trop peu développées dans nos réflexions. L'objectif de toutes ces nouvelles méthodologies, pour moi, c'est d'avoir très rapidement l'information de base pour derrière avoir le maximum de temps pour la traiter, échanger et faire avancer. Je pense qu'il est nécessaire en fait de remettre le projet au centre de la table. C'est-à-dire que la méthode ne doit pas... la fin doit être plus importante que les moyens. À mon sens, ça c'est vraiment, vraiment important, et de se dire on doit garder en tête l'objectif auquel on veut répondre et se dire finalement c'est à partir de cet objectif-là qu'on doit construire une méthode. Et donc finalement l'expérience de projet, c'est ça qui va permettre de faire vivre finalement cet objectif, cette ligne de mire, se dire qu'est-ce qu'on poursuit. Et donc finalement, si on est dans un cadre normé, il n'y a pas cette réflexion-là qui nécessite du temps en fait. Je pense que c'est important aussi de se dire on n'est pas dans de l'instantané. Certains vendent de l'instantané en se disant finalement on peut vous produire une étude dès demain ou cliquez ici et vous avez votre résultat. Je pense que le projet urbain nécessite du temps long, de la maturation et une réflexion longue et multipartie. J'imagine qu'un diagnostic, ça doit pouvoir balayer plein de thématiques, être large et créer une stratégie globale surtout, et pas faire de la philosophie de comptoir, pas de la philosophie de comptoir, mais du diagnostic de comptoir aussi. Mais c'est tout l'enjeu, j'imagine, d'un diagnostic, c'est d'à la fois avoir une vision globale et élargie d'un territoire et en même temps que lorsque les habitants le lisent, ils arrivent en tout cas à se l'approprier. D'où la difficulté qu'on peut avoir, parce qu'on doit rentrer dans un cadre. Mais nous, on porte l'idée que chaque territoire est différent, que cette inégalité, ce n'est pas un défaut, et qu'en fait, moi en tout cas, je porte l'idée qu'on doit remplacer l'égalité par l'équité territoriale et se dire ici, après diagnostic, quels sont les invariants, quel est le problème de cet endroit et quelles sont les réponses pour cet endroit. Et pas essayer d'aller finalement faire du copier-coller ou... Il faut sortir en fait du cadre je propose, je contrôle et vous exécutez. Voilà. C'est ce système-là qu'on retrouve à toutes les échelles, aussi bien au niveau des études qu'au niveau d'un porteur de projet, qu'au niveau même de l'instruction d'un permis de construire. Aujourd'hui, vous avez un projet, vous présentez, contrôle, oui, non, il faut travailler ceci, merci, au revoir. Voilà. Alors que du coup, on nous dit qu'il faut travailler avec des objectifs, il faut travailler avec non pas simplement de la norme, non pas simplement du quantitatif mais du qualitatif. Sauf que la manière dont l'ensemble de la chaîne de la production urbaine aujourd'hui, elle est structurée de manière à faire on propose, on fait une règle, on contrôle. Et du coup, tant qu'on ne change pas cette manière de faire là, à tous les niveaux, une collectivité, bureau d'études, élus, etc.,
on ne pourra pas changer. Ou alors ce sera des petites touches une par une. L'expérience de projet, l'expérience acteur qu'on évoquait tout à l'heure. Moi, je crois, j'en ai parlé tout à l'heure, mais de toute façon, à la vertu des échanges, quels qu'ils soient, et que bon nombre des études qui sont menées aujourd'hui le sont menées par des experts, par des urbanistes architectes, par des urbanistes géographes, par beaucoup de gens qui sont des sachants, mais qu'on gagnerait beaucoup à passer beaucoup plus de temps à cette expérience projet au sens d'être sur le terrain, au sens de l'analyse du territoire sur le terrain, mais avec aussi un échange et un partage et un dialogue avec l'ensemble des acteurs du territoire. On a des sigistes à Citadia qui font très bien leur travail et qui nous permettent de capitaliser toutes ces données. Et puis on a des urbanistes, et les urbanistes, ils sont là pour être transversaux. Donc on a les données et on a aussi la pratique des territoires et l'expérience de projet. Et quand on va sur un territoire, on a beau avoir toutes ces informations en tête, il y a plein de sujets qu'on découvre et qu'on apprend en pratiquant. Et je pense que c'est vraiment un sujet qui est important à garder, c'est la pratique de nos territoires. Et de toute façon, je trouve qu'aujourd'hui, on va vers un petit peu une perte de pratique des territoires, qui est notamment liée au coût des procédures qu'on voit, qui sont de plus en plus... qui permettent de moins en moins de pratiquer les territoires. Mais je trouve que les élus et les échanges qu'on a avec les acteurs nous rappellent vite à l'ordre, parce que eux, ce qu'ils souhaitent, c'est des échanges. Et je crois que c'est ce qu'on souhaite aussi. C'est vrai, mais je pense que du coup, la chance qu'on a, c'est que bien que chacun se soit spécialisé, on a pris l'habitude, par contre, de bosser tous ensemble. Et tu vois, moi, à l'agence, je suis à côté d'un Vincent qui est paysagiste, Violette et Gauthier qui sont archis, on bosse avec des VRD, etc. Donc, du coup, en fait, même si chacun s'est très spécialisé, on a une habitude de travail collégial qui fait que... Enfin voilà, moi, je déteste si je dois faire un projet tout seul dans mon coin, je suis moins à l'aise et je sais que je serai moins bon si je n'ai pas un regard contradictoire. Donc là où il faut qu'on combatte cette hyper spécialisation, c'est effectivement en prenant l'habitude de se confronter à ceux qui sont hyper spécialisés à côté de nous. On intègre de plus en plus effectivement d'experts parce que la vision généraliste, je pense qu'elle va s'acquérir de manière plus large chez beaucoup de gens. Enfin, ce que je veux dire, c'est que finalement, avec l'information large qu'on fait sur l'aménagement, sur l'urbanisme, et je pense qu'il va y avoir une montée aussi en compétences un petit peu générale de tout le monde, et que cette vision généraliste, elle va avoir besoin justement de l'apport des experts là-dedans. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, on doit aller effectivement vers plus d'expertise peut-être ciblée pour pouvoir nourrir et approfondir les choses. Il faut un peu tout savoir sur rien et rien savoir sur tout. Et j'aime bien ce concept parce que du coup, on ne se positionne pas en tant que sachant, on se positionne en tant qu'organisateur en fait, d'une réflexion plus globale de gens qui sont plus spécialisés que nous. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est arrivé à être assez spécialisé sur notamment l'approche juridique, sur comment est-ce qu'on fait dans mon cas, comment est-ce qu'on fait un PLU, quelles sont les différentes étapes à respecter, on fait du conseil juridique. Bon, il faut quelqu'un évidemment pour cadrer tout ça, mais je pense que non, la marche pluridisciplinaire, elle n'est pas morte, enfin, elle doit encore exister. C'est très intéressant d'avoir un échange avec un paysagiste sur une vision d'un territoire, d'un paysage, sur comment construire ce territoire, comment voir ce territoire. Comme nous, on peut avoir une approche plus sur la ville, ou après, si on demande à quelqu'un qui travaille plus sur l'espace public, comment est-ce qu'il voit les choses, parce que 10 ans, 15 ans, 30 ans d'expérience, c'est un signe quand même, c'est que les gens ont vu des choses, ont des idées, sont capables de faire des comparaisons pertinentes, donc il faut s'enrichir de ça. La transversalité, c'est quand même le cœur de mon métier, parce que, et notamment dans la planification, c'est de la transversalité. On est obligé d'appréhender l'ensemble des sujets d'un territoire pour arriver à être pertinent et arriver à être cohérent. Donc je ne crois pas qu'on le perde, je crois que c'est difficile d'être transversal parce que c'est un exercice qui est difficile. Et puis je crois que c'est
difficile d'être transversal parce qu'aujourd'hui, on nous pousse à aller vers des thématiques qui prennent toute la place et qui nous empêchent d'être transversaux. C'est-à-dire qu'on a des thématiques comme la consommation d'espace, comme l'artificialisation, enfin des thématiques qui sont prégnantes et qui nous empêchent d'avoir un avis objectif sur le reste des sujets parce qu'on a des thématiques qui prennent plus de place que d'autres. La pluridisciplinarité, c'est compliqué parce qu'il faut accepter qu'on sait tout faire mais qu'on ne fait jamais tout au maximum. Et ça, une nouvelle fois, moi je vous parle par rapport aux plus jeunes que moi, alors peut-être que c'est un discours de vieux con, mais je pense qu'ils ont du mal à accepter qu'ils ne sont pas experts en un domaine. Et il faut accepter de vivre avec cette idée que je sais un peu de tout, mais je ne serai jamais tout au maximum comme l'environnementaliste du coin. Mais moi je trouve que c'est la richesse. Parce qu'on a la capacité de parler avec tout le monde, on fait l'interface, et quand on travaille sur un territoire, c'est hyper complexe. Et alors certes, les élus vont dire « je veux un urbaniste, chef de projet », mais quand on est un bon généraliste, qu'on sait un peu tout faire, qu'on sait parler, et là ils se disent « oui, c'est ça qu'il me fallait, c'est un chef de projet qui sait mettre en musique, c'est le chef d'orchestre ». Et en fait, je vais dire, il faut être chef d'orchestre. Il y a des spécialistes, il y a des violoncelles, il y a des violons, il y a des flûtes traversières, il y a tout ce que vous voulez. Chacun a sa place, et moi, à mon sens, notre métier, c'est d'être chef d'orchestre. Je pense que ça, c'est un point important. Dans les agences, on a plusieurs profils. On travaille tous main dans la main, chacun a sa spécialité. Chez nous, c'est encore comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fonction des rôles que chacun se donne, on fait appel à des experts sur des sujets, mais on a quand même une approche généraliste de base. C'est un point important. On tend quand même à se spécifier avec la notion de métier chez Citadia, de cœur de métier, etc. C'est aussi lié aux appétences de chacun. Donc notre métier est aussi très lié à des questions de personnalité, d'individualité. C'est un élément qu'il faut pas nier. Ça fait aussi la force de certains projets d'ailleurs. Donc la spécialisation, en un sens, elle peut quand même aider le projet quand la spécialité est la bonne. Mais il ne faut pas non plus oublier la notion de transversalité qui doit guider nos analyses et puis nos réponses et nos aiguillages sur les décisions à prendre en finalité. Je pense que la pluridisciplinarité, c'est la transversalité. En fait, c'est la capacité qu'on a à créer de la transversalité et à vulgariser les expertises. Donc le métier même d'urbaniste, c'est de la pluridisciplinarité, et c'est ce que ça doit rester. C'est nécessaire, mais on ne le laisse pas assez transparaître. C'est-à-dire que on va mettre en valeur certains profils très précis, alors que finalement, on peut avoir soit une appétence, soit aussi des compétences aussi qui vont être transversales. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je travaille sur des questions d'habitat que je ne vais pas m'intéresser à des questions d'environnement, de mobilité. Et à mon sens, c'est vraiment très important de garder une dimension pluridisciplinaire en se disant, voilà, je travaille sur un sujet précis. En revanche, ce sujet précis ne fonctionne pas en vase clos. On a beaucoup parlé du diagnostic, mais à travers le diagnostic, je trouve que ça se voit particulièrement, parce qu'il faut être aussi bon dans une analyse démographique, que sociologique, que économique, que sur les aménités paysagères, que sur l'eau, que sur... donc ça, il y a cet aspect-là. Il y a à la fois avoir une vision aussi politique d'un projet, comment ça se développe, et technique. Effectivement, si on se veut généraliste, si on se veut transverse à un même niveau, on n'apporte rien. On ne fait pas avancer le débat, je trouve. On reste en surface. Alors que d'avoir justement ces compétences multiples à portée de main, en fait, parce que nous, c'est un peu ça qu'on fait à l'agence, c'est-à-dire que tous les acteurs sont là et on a juste à franchir une porte, à se déplacer d'un bureau pour aller chercher l'information. On gagne énormément de temps, mais outre le temps, on gagne en expertise. Moi, il y a énormément de projets qui, traités de manière généraliste, j'aurais produit des choses, entre guillemets, comme j'ai l'habitude de faire, entre guillemets. Mais d'avoir cette pluridisciplinarité, pas loin, ça
ça me permet de dire, ben non, je vais voir, et en fait, je me rends compte que c'est pas juste. C'est pas juste, ça traite pas le problème, pas correctement. Aujourd'hui, nos approches sont censées être de plus en plus transversales, mais on a perdu en transversalité parce que, justement, c'est difficile aujourd'hui d'être légitime sur tous les sujets, alors que c'est ça qui faisait l'essence même, finalement, de l'aménagement du territoire, de notre métier même. C'était cette capacité à pouvoir, sans être spécialiste, intégrer toutes les dimensions d'un projet. Et moi, évidemment, alors de par ma formation, de toute façon, je suis obligée d'y croire, mais je continue à essayer d'avoir le minimum syndical requis pour justement faire la synthèse de tous ces éléments-là. Parce qu'effectivement, ce n'est pas une somme de croisements entre des thématiques qui fait qu'on va faire de la transversalité. Je dirais oui et non. Oui, parce que on a le choix et l'opportunité de s'exprimer et d'aller vers les sujets vers lesquels on a envie d'aller et de les développer. Et on a ces opportunités-là. Donc oui, on a de l'espace. Par contre, je trouve que l'urbanisme aujourd'hui a de moins en moins d'espace. Ça rejoint ce que je disais aussi juste avant. Non, il y a beaucoup de fois aujourd'hui quand je pratique mon métier où je suis frustrée et où je me dis on prend les choses par le mauvais angle et on va pas faire quelque chose de bien, ou en tout cas pas ce vers quoi j'aimerais aller au final. Et non pas parce qu'il y a un manque de volonté, mais parce que c'est de plus en plus cantonné et c'est de plus en plus difficile. Donc non, je trouve qu'on a des vraies barrières aussi sur certains sujets, et c'est des sujets pourtant que je partage complètement et sur lesquels, sur le principe de base et la philosophie, je suis complètement en accord, mais sur la manière de faire et sur le travail avec les territoires, je trouve qu'on a de moins en moins de place. Oui, on est très libre. On est très libre sur chaque projet, on peut s'exprimer, on est libre de le faire. Alors on le fait dans le cadre d'un conseil, on le fait dans le cadre d'une mission, avec une économie de projet. Enfin, on le fait en étant, on va dire, encadré, mais par contre, on est extrêmement libre d'exprimer une pensée. Et c'est justement l'intérêt même de ce métier, c'est que chaque mission, chaque territoire étant différent, la capacité qu'on va avoir à exprimer une opinion différente, ou de créer en tout cas une réflexion et une stratégie différente. Donc oui, on est libre. On est libre, le code de l'urbanisme là-dessus, pour le coup, autant je le trouve parfois mal formulé, autant il nous laisse une liberté sur la question de la stratégie, de la prospective. Donc on est extrêmement libre dans la pratique, si tant est qu'on atteigne les objectifs visés par le code. Arriver aussi à dire, bah, écoutez, nous on pense comme ça. Et peut-être plus s'affirmer, et peut-être plus affirmer les choses. Et se dire, bah, si vous voulez Citadia, eh ben, c'est comme ça. En se disant, bah, nous, voilà, nous, on porte cette idée-là. Et peut-être que des fois, il faut qu'on soit plus franc dans l'idée qu'on porte. On est quand même très encadré par des lois, par voilà, des réglementations. Et que finalement, on est un peu bridé parce qu'on doit conjuguer toutes ces exigences-là et qu'on ne peut pas faire forcément, effectivement, on ne peut pas proposer tout ce qu'on pourrait souhaiter proposer d'innovant, notamment. Je pense que l'innovation, elle est un peu bridée par ça. Qu'on s'empêche parfois sur certains territoires de faire des choses vraiment pertinentes, innovantes, parce qu'on sait que la législation ne nous permettra pas. J'ai toujours tendance à arriver avec les élus en disant, voilà, vous m'avez fait part de vos enjeux, etc. Moi, je vais vous faire une proposition. Ou là, moi, j'essaie de me lâcher en disant, on va essayer d'explorer ceci, on va d'explorer ceci, cela. Les mobilités, la question de l'aménagement de l'espace public, est-ce qu'on met des préconisations? Alors, après, ça reste limité à l'échelle d'un PLU, on ne peut pas tout faire non plus, évidemment, mais j'essaie d'avoir cette approche en disant, tiens, je vais essayer de travailler avec eux sur ce sujet. Là, vous vouliez faire ça, mais attention, est-ce que ce serait pas plus intéressant, au regard de tel contexte, d'essayer de développer et d'essayer d'apporter une réflexion? Et je pense d'ailleurs c'est ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à avoir un échange avec une collectivité, avec des habitants, pour dire, voilà les problématiques, ce que vous pensez, comment est-ce qu'on peut l'intégrer.
et pas simplement en disant qu'est-ce que vous voulez, je le fais, merci, au revoir. Pareil, c'est beaucoup plus facile dans le sens où en fait on sait que c'est carré, c'est comme ça marche pas, mais c'est pas mon problème. C'est difficile parce que quand on est expert ou quand on est dans notre métier, en tout cas dans l'urbanisme, j'ai l'impression qu'on est aussi habitant. Donc effectivement, il y a aussi ce prisme-là qui apparaît, je pense, parfois en contradiction, parfois avec la casquette de professionnel qui doit apparaître lors de réunions, par exemple. Ça reste un métier cadré et aussi cadré par le code de l'urbanisme, l'État, les directions départementales. Je veux dire, il y a un cadre qui fait que la créativité, elle peut, on va dire, s'exploiter, mais de manière limitée. J'ai peut-être la chance d'être dans un cadre qui est peut-être moins normatif que de travailler sur des documents de planification type PLU ou SCOT, où il y a vraiment un cadre très normé, mais parfois sur des études thématiques où on nous demande une réflexion sur tel ou tel sujet. On peut être en mesure de proposer, d'explorer, de défricher, et ça c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a certains sujets où on se dit tiens, on l'a jamais fait, et finalement c'est un sujet nouveau aujourd'hui quand on nous demande de travailler sur la question du logement des travailleurs saisonniers. C'est un sujet qui est aujourd'hui encore peu exploré. Pour le coup, il n'y a pas une méthode très précise à suivre. On a un cadre légal qui fait un paragraphe dans le code. Donc finalement, c'est à nous d'inventer, c'est à nous d'y aller et de dire ok, il y a tel sujet sur le territoire, comment on va procéder? Et donc finalement, on teste, parfois on se plante, il y a des choses qui marchent bien, des choses qui ne marchent pas, mais ça nous permet d'apprendre et finalement de construire au fur et à mesure une méthode qu'on affine et qu'on peut déployer sur d'autres missions. Aujourd'hui, on est quand même dans un environnement professionnel et dans un environnement où il y a énormément de dogmes qui sont quand même prônés par les uns et par les autres. Et c'est quand même très compliqué de pouvoir exprimer en toute honnêteté le fond de sa pensée sans tout de suite être jugé par 80% de la profession et des acteurs qui sont autour de la table. Et ça aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas sorti hier, hein, ça fait longtemps que c'est le cas, mais je trouve que de plus en plus, c'est des choses qui se sont accentuées. Il y en a qui en ont fait des livres, hein, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de mots qui sont sales, et des mots au contraire qui sont bien, qu'il faut prôner. La densification, c'est bien. L'étalement urbain, c'est pas beau. Des positions qui sont très caricaturales, très dogmatiques. Et c'est en ça que aujourd'hui, je trouve que l'espace en tout cas de liberté au sens intellectuel, il est compliqué à maintenir parce qu'on est vite censuré par les uns et les autres. Mais en tout cas, il y a de la place, il y a la possibilité de laisser libre cours à la fois à ces volontés individuelles, à la fois au développement de méthodologie. On est très libre sur la manière dont on fonctionne. C'est de manière systématique à l'épreuve du projet, l'idée étant de réfléchir, mais avec un sujet un peu appuyé et qui permet de développer l'analyse. Mais en tout cas, c'est une force de l'entreprise et de mon point de vue, en tout cas, je considère que oui, on a la place dans un équilibre qui doit rester l'équilibre de la mission de manière systématique, mais pour autant, cette place d'initiative, on l'a. Si on veut creuser certains sujets, on est libre de le faire. Et c'est un élément important et c'est un élément qui est motivant puisque nos métiers aujourd'hui et aussi nos métiers demain, ils vont naître à la fois d'une émulation collective et aussi d'une émulation individuelle. Donc, si cette émulation n'était pas possible, professionnellement, on aurait beaucoup de mal à évoluer. Peut-être que j'idéalise, hein, tu vois, la période de conception d'il y a 50 ans,
où on a vu une foulitude de choses apparaître nouvelles et d'innovations. Et aujourd'hui, on est dans une pratique un peu plus codifiée et qui déroule. Donc, on sait que la réalité de nos métiers est plus compliquée aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Donc, est-ce qu'avant, on avait plus de... Peut-être qu'on manque un peu de temps mort pour avoir... les idées et les lumières de génie n'émergent pas quand on a la tête dans le guidon. Je pense qu'il faut arriver à avoir du temps pour avoir du recul, observer, regarder aussi ce qui se passe ailleurs. Parce que, comme on l'a dit, hein, l'urbanisme, c'est un métier qui est à la croisée des chemins. Et si on n'a pas le temps de regarder ce qui se passe dans d'autres disciplines, plus ou moins éloignées hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on peut avoir des grandes idées en regardant des choses qui sont très éloignées de l'urbanisme, mais c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui.